On va parler maintenant de notre cerveau avec Sylvie Choqueron. Vous nous proposez une série de chroniques pour que nous comprenions les mécanismes de notre cerveau en lien avec l'art et avec la créativité. Comment on peut définir le fait d'être créatif ? Alors, quand on parle de créativité, souvent on pense à Léonard de Vinci, à des sculpteurs célèbres, des architectes célèbres qui ont créé des choses incroyables, mais on oublie que nous-mêmes, à chaque instant, on crée. Et que la créativité est vraiment inscrite dans notre façon d'être. D'ailleurs, dans la Genèse, on parle de la création. Dieu a créé l'homme, et donc c'est comme si on était d'emblée marqué par ce pouvoir de créativité. Et donc à chaque instant, on va prononcer des mots, des phrases qu'on n'a jamais prononcées avant. On va trouver des solutions à des problèmes qu'on n'avait jamais réussi à résoudre, voire même on va identifier de nouveaux problèmes, ce qui constitue aussi une forme de créativité en soi. Donc on pourrait définir la créativité vraiment comme une quête d'originalité, d'inattendu, d'imprévu. Et donc, de ce point de vue-là, on est tous, même si on n'est pas des créateurs reconnus, on est tous capables, en théorie, de créer en permanence. Oui, c'est ça. Si je comprends bien, c'est qu'on est tous potentiellement créatifs. Ça se trouve, nous Mais sommes vous aussi, artistes. mais vous aussi, hein. Même moi, je suis créatif. Exactement. On est tous, a priori, artistes. On a vu la semaine dernière que la créativité a émergé avec Sapiens. Pour certains, c'est même la créativité qui a permis à Homo sapiens de perdurer. Et donc, il ne faut pas oublier qu'au cours de l'évolution, cette créativité, elle s'est développée de manière très importante. On est passé des peaux de bête comme habillés à la haute couture. On est passé quand même de la viande cuite sur le feu à la haute gastronomie, et de l'invention de l'écriture jusqu'à la littérature et la poésie. Donc en fait, notre évolution est réellement marquée par ce pouvoir de créativité qui pourrait vraiment être la marque de l'homme. Donc oui, nous sommes tous créatifs, Mais au même titre. Est-ce que les créatifs, j'allais dire reconnus officiellement, ont un cerveau particulier ? Alors, on a longtemps cru qu'effectivement, il fallait avoir une aire cérébrale de la créativité, mais ça, c'est parce qu'on pensait que l'artiste crée à partir de rien. C'est-à-dire que là où nous, On a besoin d'une base. Voilà, on va rien faire de particulier. Lui, il va arriver et il va avoir tout d'un coup, eureka, la possibilité de créer. Mais en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. L'artiste crée à partir du patrimoine collectif, du monde dans lequel il vit. Et la création, c'est finalement une façon particulière de percevoir, de réagir et de rendre compte de ce qu'on perçoit. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que Van Gogh, par exemple, a inventé les tournesols. Il les a traduits tels qu'il les voyait, mais il ne les a pas inventés. Et dans la mesure où, du coup, il n'a pas inventé quoi que ce soit, il n'y a pas d'air cérébral de l'invention. Il y a tout un réseau d'air qui vont analyser le monde et le redonner à voir d'une certaine façon. C'est très décomplexant tout ça, en fait. Alors, sans qu'il y ait d'air spécifique, d'air cérébral spécifique à la création, si j'ai bien compris, moi j'avais appris que, alors je suis droitier, que mon cerveau droit c'était celui de la création, l'hémisphère droit était la création, à gauche c'était plus ce qui est rationnel. C'est vrai ça ou c'est... Alors, la semaine dernière, on a tordu le cou du mythe du cerveau plus gros qui nous permettait d'être plus intelligents. Notamment chez les hommes. Notamment chez les hommes. On a bien compris ça. Donc ça, Vous n'allez pas revenir là-dessus, Si, Marina? on y reviendra à chaque fois qu'on peut. Je le précise. Et donc, la taille du cerveau n'a aucun effet, mais il faut aussi s'enlever de la tête cette idée de l'hémisphère droit créatif. Donc on voit des ouvrages, libérez votre cerveau droit, soyez plus intuitif. C'est totalement faux. Donc certes, chez le droitier, l'hémisphère gauche est plutôt impliqué dans le langage et l'hémisphère droit plutôt dans les tâches spatiales. On le voit là à l'écran. Mais il n'empêche qu'on sait maintenant que dans toute tâche, y compris les tâches de création, les deux hémisphères vont s'activer en même temps. Donc on parle plutôt maintenant de bilatéralisation ou de redondance entre les deux hémisphères, parce qu'il n'est pas possible, je rassure tout le monde, d'inhiber un hémisphère et d'activer l'autre. Donc inutile d'essayer, ça ne marchera pas. Mais qu'est-ce qu'on sait maintenant des processus cognitifs qui aboutissent à la création ? Alors, donc récemment, on a pu identifier deux grands types de processus qui nous permettent de créer. L'un qui est très intuitif, donc c'est le fameux Eureka, vous allez trouver tout d'un coup une solution. Et puis l'autre qui est un petit peu plus coûteux, qui est plus rationnel, qui demande plus d'efforts. Et donc pour que vous distinguiez bien ces deux systèmes, je vous ai préparé une petite expérience. Oui. Donc vous allez voir à l'écran trois mots qui vont s'afficher. Donc cardinal, exclamation et noir. Et donc si je vous demande le mot qui pourrait être associé à ces trois mots, vous me dites, j'ai pris un exemple.
normalement facile, donc vous devriez... Merci, parce que moi, je n'ai pas trouvé. Marina, Point d'exclamation. cardinal, Et point ah oui, point noir aussi, j'avais vu cardinal, mais pas avec noir. Voilà. Donc, c'est vrai. voilà, donc typiquement, ça c'est une tâche d'association qui peut être faite de deux façons. Soit vous laissez votre esprit un peu vagabonder et tout d'un coup vous allez aboutir au mot point. Donc ça c'est l'approche plutôt intuitive. Soit vous allez chercher vraiment de manière volontaire, laborieuse, tous les mots qui pourraient être associés à ces trois mots-là. Et on sait maintenant qu'on a deux circuits cérébraux qui correspondent à ces deux façons distinctes de créer. On était tous les trois laborieux là. Ah oui, ça n'a pas été intuitif. Créer de manière laborieuse n'est pas pire que de créer de manière intuitive. Mais alors, si là, par exemple, Marina qui a trouvé point, si on avait regardé ce qui se passait dans son cerveau, il y aurait des choses qui se seraient... Dans mon petit cerveau, là, ça fume. Alors oui, je pense qu'on va voir à l'écran ce qu'on sait maintenant. Le cerveau de Marina, on va voir l'écran. Non, celui de Marina, il restera secret. Mais on a maintenant des expériences qui ont typiquement utilisé ce type de tâche. C'est pour ça que je vous ai fait faire cette tâche-là. Donc, ils ont demandé à des sujets qui étaient à l'intérieur d'une IRM de faire ce type de tâche d'association de mots et ils ont enregistré l'activité cérébrale pendant ce temps-là. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une désactivation des aires visuelles. C'est un peu comme si on se coupait du monde. Et à côté de ça, une activité du lobe temporal droit qu'on voit ici à droite. Excusez-moi, l'aire visuelle, là, à gauche, à gauche, mais donc c'est l'arrière du crâne, hein, c'est ça? C'est exactement là, à l'arrière du crâne, dans les lobes occipitaux. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous explique pourquoi, quand on se met dans un état d'imagination, qu'on laisse son cerveau vagabonder parce qu'on cherche quelque chose, il vous arrive sans doute de regarder en haut, ou de regarder en bas, ou voire même de fermer les yeux. Et si on fait ça, c'est pour se couper de nos perceptions et être concentré du coup sur ce qu'on va pouvoir produire. Et j'en viens donc au fait qu'on a nos meilleures idées sous la douche. Pourquoi? Parce que sous la douche, nos perceptions visuelles et auditives, elles sont un petit peu écrêtées, diminuées, et on est beaucoup plus centré sur nos pensées. Et c'est pour ça que ça fuse et que donc, du coup, je vous engage à noter au sortir de la douche toutes vos idées lumineuses. C'est moins pratique. Voilà, toutes vos idées lumineuses. Et est-ce qu'on a fait de l'imagerie fonctionnelle à des artistes pendant qu'ils créaient? Alors, tout à fait. Il y a une expérience très, très sérieuse, puisqu'elle a été publiée dans Nature, donc un journal vraiment très bon niveau, où on a enregistré le cerveau de 12 rappeurs pendant qu'ils chantaient une chanson ou pendant qu'ils improvisaient une chanson. Et donc, ensuite, l'imagerie fonctionnelle permet de soustraire les aires qui s'activent pendant qu'ils improvisent et les aires qui s'activent pendant qu'ils chantent. Et donc, on voit ici à l'écran ce qu'il reste comme activation et comme désactivation pendant qu'on improvise, pendant que les rappeurs improvisent. Et donc, vous voyez à l'écran des taches jaunes et des taches bleues. Les taches jaunes correspondent à des activations et les taches bleues à des désactivations. Et donc, déjà, ce qu'on voit qui est intéressant, c'est qu'il se passe des choses dans les deux hémisphères. C'est ce qu'on disait avant. Il n'y a pas un hémisphère de la création et l'autre pas. L'autre chose intéressante, c'est cette balance entre le fait qu'il faut inhiber des processus et en libérer d'autres. Alors, si on regarde en détail, on voit très bien que ce qui va s'inhiber, ce sont des régions du cortex préfrontal, en particulier dorsolatéral, donc en bleu, qui sont des aires du contrôle, de la régulation. Pourquoi? Parce que inhiber le contrôle va nous permettre de libérer la création. Et à côté de ça, on a une autre région du cortex préfrontal, mais plutôt médian, qui va s'activer pour improviser. Et donc, on a cette balance entre ne pas se contrôler et libérer des choses. Et la semaine prochaine, on verra ce qui se passe dans le cerveau de celui qui écoute ou qui regarde. Pas de celui qui Formidable. Qui fait. On est un peu plus intelligent là tout de suite. Merci beaucoup. Merci. On passe maintenant à In Vivo.